Ok, ouais, la vidéo, vous avez peut-être pas trop entendu Chloé parce qu'elle était un petit peu loin de l'ordinateur. Mais globalement, n'hésitez pas à être actif et à poser des questions, vraiment, si vous comprenez pas. Dans le chat, on essaiera de vous répondre au maximum et de guetter le plus possible s'il y a des questions. Voilà, on l'a sous les yeux, mais n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas du tout? Ok. Ouais, juste rapidement, l'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est vraiment faire un point global sur toute la chimie et vraiment vous montrer les méthodes basiques pour répondre aux items types que vous allez avoir en chimie sur tout le programme globalement. Et voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des points qu'on n'aborde pas forcément dans les QCM, de quand même poser des questions. Voilà, on vous répondra. Et, et voilà, posez vos questions et s'il y a un truc qui n'est pas clair, dites-le nous. Voilà. Euh, donc, on va pouvoir commencer. Ok. Donc, premier QCM, on peut énoncer, donc ça vient des annales 2016-2017 Rangueil. On considère les éléments suivants, magnésium, silicium, chlore, fer et brome, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Alors, c'était Alors, ouais, on va peut-être du coup faire les rappels de cours ouais, voilà, qui seront utiles pour répondre au QCM. donc, euh, Vas-y, vas-y. donc là, on a le tableau périodique et très important de le connaître pour l'épreuve classante. Franchement, moi, je l'ai été fait sur le brouillon. Ça permet de bien se repérer au niveau des QCM. Dès qu'on va vous parler de certains éléments, on peut se repérer directement grâce au tableau. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'avais fait, 3 premières lignes. Donc, on a des moyens mnémotechniques juste en dessous. Donc, la première ligne, c'est simple, c'est juste H et HE. Ça, c'est juste à retenir, c'est pas forcément moyen mnémotechnique. Pour la deuxième, on a Lily berce bébé chez notre oncle Ferdinand Nestor. Donc, ça, vous l'apprenez par cœur. Faites votre tableau brouillon et ça reviendra directement. Les premières lettres de chaque élément. Voilà. Et du coup, pareil pour la troisième ligne, Napoléon mange allègrement 6 pommes sans plaquer d'argent. Voilà. Autant être sûr que c'est un argent dans cette classe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Différents. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. J'avais appris à refaire le brouillon juste avant l'examen et dès que ça a commencé, je l'ai refait. Et connaître aussi les différents groupes. Les gaz rares, ça va être la 18e colonne, ceux qui vont être le plus stables chimiquement, les halogènes pour qui il manque un électron pour être complètement stable, c'est ceux-là qui seront le plus électronégatifs. Connaître à peu près les éléments de transition, les alcalins et les alcalinotéreux. Et de 54 et 52, c'était de l'idée de connaître aussi. Voilà. C'est les nombres d'électrons pour chaque. Ouais. Pour les caméras. Mais ça passe. Ok, ensuite, du coup, on a, ça va faire sur il y a la réalisation. Euh, c'est ça, le tableau, moi, j'avais du moins un autre. Pour l'instant, moi, j'ai fait un seul tableau. Ok. Ah, Ouais. ouais. Euh, la schéma qui m'aide à retenir ces deux trucs. Ah, Sinon, après, le schéma est assez parlant. Retenez globalement que l'énergie de l'électronégativité et l'énergie de première ionisation. Alors, l'électronégativité, est-ce que ça vous parle? Ok, ça correspond à quoi? C'est oui. d'autres électrons, ouais. C'est la capacité à attirer un autre électron. Et donc, forcément, moins il y aura d'électrons, et plus on se rapproche des gaz rares, et plus justement les atomes vont tendre à attirer des électrons à eux pour saturer leur couche et à être stables. Pareil pour l'énergie de première ionisation. L'énergie de première ionisation, c'est l'énergie qu'il faut pour arracher un électron. Et forcément, moins il y a d'électrons, plus il est proche du noyau. Et
plus il va être proche des gaz rares et plus ça sera dur de lui arracher. Donc l'énergie sera plus importante. Et à l'inverse, le rayon atomique devient de plus en plus grand à mesure qu'on s'éloigne de la colonne des gaz rares, puisque les électrons sont plus loin du noyau et donc ça fera un rayon Alors, sur le plus chat, grand. on nous demande, on ne doit pas connaître les activités aux alcalis métalleux et les alcalins aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de connaître les listes par cœur. Par contre, ce qui est bien, c'est de connaître les couches externes de chaque groupe. Par exemple, la lumière qui sera 2,5 et pareil, l'alcali néothéro, ce sera 2,10. La chaleur, ce sera 2S. C'est bien de connaître les couches externes parce qu'on peut ça répond à ta question. Voilà. Pareil, il y a un mémotechnique pour retenir les gaz rares. Euh, Hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon. Eh, Néron, arrête de crâner, xénophobe, ringard. Il y a des petites phrases comme ça. Ouais. C'est qu'on n'avait pas besoin de tout connaître, de connaître les, les positions de chacun des groupes. Comme ça peut aider pendant les extraits. J'espère que vous avez compris. Ok. Donc, vous l'avez lu tout à l'heure. Pour chaque item, du coup, je vais vous demander de répondre de la main si vous voulez justifier, vrai, faux. Et donc voilà, donc c'est parti. Item A, le brome est l'élément le plus électronégatif des éléments cités. Alors, vrai, faux. Faux? Pourquoi? C'est le chlore? Ok. Ouais, Ouais. en diagonale. C'est ça. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi? Pas dans la question, c'est ça. Ok. On va la correction générale après. Ouais. Item B, l'énergie de première ionisation du manganèse est supérieure à celle du si. Alors, vrai, faux. Vous en pensez? Je pense. Vous savez pas ou vous hésitez? Vous savez pas? Là, ça va être faux ici parce que le magnésium, il est, ouais, voilà. Le magnésium, il est juste ici, alors que c'est le magnésium et le silicium. Ouais. Le magnésium, il est ici, alors que le silicium, il est là. L'énergie pour enlever un électron sera plus forte ici que là, parce que justement, les atomes qui sont ici vont tendance à vouloir perdre des électrons pour se rapprocher justement de la configuration électronique des gaz rares. Donc l'énergie de première ionisation sera plus basse. Voilà, là, ça augmente en fonction ça augmente en même temps que l'électronégativité. Donc ici, c'est faux. Parce que le magnésium est plus à gauche du tas. L'éna... Ouais, ouais. C'est ça, par définition, l'énergie. L'énergie à fournir pour ioniser un électron par la couche externe de l'atome. Tu arrives à te représenter le schéma ou pas? À peu près. Ah, t'as ton électron. Ouais. Voilà. Du coup, pour j'explique à l'oral, du coup, pour le chat, on a notre atome. Par exemple, si on prend l'atome d'hydrogène, H, il a un seul électron. On va avoir notre proton au milieu, on a notre proton, et autour gravite l'électron. Pour que cet électron soit excité, qu'il parte de la couche externe, là, il gravite, en ce moment même, il gravite. On va envoyer une énergie qui va permettre de faire exciter, ioniser l'électron pour qu'il puisse partir de la couche externe. C'est ça qu'on appelle l'énergie de première ionisation. Vous avez compris? Item C, donc dans l'ordre croissant, chlore, silicium, man- Magnésium. magnésium, fer, brome, et le classement par rayon atomique croissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Vous avez le Ouais, tableau? là, c'est. Ok. Bon, du coup, si on revient sur le tableau, euh, je vous laisse regarder. Je vous laisse répondre, du coup. Là, vous avez les items. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, rayon atomique, il est là. Sachant que, voilà. Voilà. Ouais.
Ah, je suis plus sûr. Oui, oui, carrément. Oui. Je crois que c'est faux, parce que le fer est du coup plus lent que le bourreau. Le faire Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire, ouais, ouais. si, c'est ça. Ouais, Le ouais. fer est atomique plus long. Donc c'est faux. Est-ce que tout le monde a compris, c'est ça ou pas? C'est un peu le système basique. On connaît son cerveau, ça n'a pas de question. Pas de question. Voilà. Donc, item D, le brome a une électronégativité supérieure à celle de Mg. Ça est vrai? Donc, comme tout à l'heure, on préfère un autre tableau. On repère Mg qui est à gauche du tableau. Et du coup, on a le brome c'est bien. À mon avis, un peu jaune, du coup, c'est bien, ouais. Donc, Ouais. vrai. Dernier item, fer et Mg sont des métaux. Vrai, faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez pas ce que c'est des métaux. Ouais, pourquoi? Ouais. C'est Ouais. ça. Magnésium, quand on revient sur les différents groupes, le magnésium, c'est un alcalinotéreux. Voilà. Les métaux, ils vont se trouver dans les éléments de transition. Que des métaux. Euh, ouais. Vous, c'est pas à connaître, il me semble. Mais dans tous les cas, les métaux se trouveront dans les éléments de transition. Hop. Donc, voilà. La correction du premier QCM. Oh, la dernière, il a marqué que c'était des Ah ouais. Parce que c'est pas le nom. Mg et Fe, il est où le fer? Oui, Il est attends, là. Ok, non, en gros, nos métaux, ça refait aux éléments de transition. À partir d'ici, à peu près, parce que à partir du coup, à l'oral, ils comprennent. À partir de CU, CD à peu près, ça fait une sorte d'escalier. Si vous regardez l'image sur Google, tout ce qui sera à gauche, ce sera les éléments, ce sera des métaux, ce qu'on appelle les métaux. Tout ce qui sera à droite, ce sera appelé les non-métaux. Voilà, peut-être on va vous montrer une image. Magnésium, en fait, on fait embrouiller entre le magnésium et le manganèse. Le Mg, c'est une... non. Et en place, c'est le Mn et Mg, en fait. Ah oui, aussi. Oui, c'était Mg. Ouais, ouais. Ou la E est fausse. Ok. Oui. Faudra qu'on règle ça. Ok. Alors là, on nous parle de d'ions et de géométrie des molécules et d'hybridation des atomes, des molécules sp2, sp. Est-ce que la géométrie est coudée? Et on parle de moments dipolaires. Alors, quelques rappels, voilà, utiles pour savoir rapidement votre géométrie des molécules. Voilà. Retenez que si dans votre atome central, il est lié à deux autres atomes, votre molécule sera linéaire. Ok, donc on aura un angle 280 et l'hybridation sera SP. Euh, la géométrie de la molécule, elle dépend du nombre d'atomes liés à l'atome central. S'il y en a trois, on aura une trigonale plane. Si on en a quatre, elle sera tétraédrique, donc de cette forme-là. Ce qui est représenté en jaune ici, ce sont les doublés non liants. Par exemple, dans la molécule de NH3, on va avoir trois liaisons à un hydrogène et un doublé non liant sur l'atome d'azote, sur le A, sur le N. Donc ici, on aura une géométrie pyramidale. Euh, Même exemple ici, dans la molécule de, par exemple, H2O, il y a H2O même, ça va donner ça. On aura une molécule coudée, puisqu'on a deux doublés non liants sur le haut de H2O. Voilà. Retenez que les doublés non liants et les atomes influent sur la géométrie de la molécule et que vous pourrez la déterminer à partir de ça. Maintenant, pour les hybridations de l'atome, une méthode qui est
toutes basiques, vraiment pour trouver si c'est SP, SP2, SP3, comment on sait à chaque fois, c'est un peu compliqué. Et il y a pas mal d'items sur ça qui retombent. Le but, vous prenez votre X et vous le calculez en additionnant le nombre d'atomes liés à l'atome central plus le nombre de doublés non liants moins un. Donc là, exemple ici sur cette molécule ici, on a deux atomes qui sont liés à l'atome central plus un doublé non liant. Donc ça nous fait 2 plus 1, 3, moins un, 2. Donc la molécule sera sp2. Est-ce que c'est clair pour ça ou pas du tout? Non, non, non. Les doubles liaisons, en fait, vous comptez, peu importe comment votre atome est lié, tant qu'il est lié à l'atome central, que ce soit par triple liaison, par double liaison, ça comptera toujours comme un. Voilà. Pour cette méthode-là, en tout cas, pour vous aider à trouver plus facilement l'hybridation de l'atome central. Voilà. Et avec cette technique, normalement, vous devriez pas trop vous tromper. Hop. Donc voilà. On a les notions de polaire et de apolaire. Quand est-ce que la molécule est polaire? Quand est-ce qu'elle est apolaire? Elle est polaire quand on observe un moment dipolaire non nul et elle est apolaire quand le moment dipolaire est nul. Donc là, il y a un tableau récapitulatif. Vous pouvez l'apprendre par cœur. Euh, Votre molécule, elle sera polaire si elle est sp2 avec un doublé non liant. Euh, Ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la somme de vos vecteurs, que la somme de vos vecteurs soit nulle ou non nulle. Les vecteurs d'électronégativité. Il y aura ici différentes charges en fonction des atomes, s'ils sont plus ou moins électronégatifs, et donc différents vecteurs vers lesquels transitent les électrons. Et si ces vecteurs-là, ils s'annulent, le moment dipolaire sera nul, et à l'inverse, il sera non nul. Ça, on va le voir dans le QCM. Ok, donc, l'ion NH4+ est de géométrie pyramidale. Ouais, ouais, doublé non liant. Voilà. Ouais, il y a des petites abréviations. Ouais, plutôt, on l'a mis sans, voilà, on l'a mis en minuscule, là, c'est en majuscule. Bon, c'est doublé non liant. Voilà. Ok. Item A, est-ce que quelqu'un a une idée ou pas du tout? Ouais, ouais, c'est ça, parce que là, on a quatre atomes, donc, et pas de doublé non liant. Donc, ça sera tétraédrique, ici, sur la première. Tétraédrique, tu vas avoir les angles qui sont pas exactement pareils. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les angles, ils sont pareils partout et tu as quatre liaisons. Dans ta molécule tétraédrique, elle est liée à quatre atomes. Et donc, ils seront équidistants, voilà. Ils seront le plus éloignés les uns des autres. Il y a beaucoup de questions. Du coup, ouais, voilà. Voilà. Alors, l'atome d'azote possède un doublé non liant dans un seul de ses ions. Vrai ou faux d'après vous? Euh, Pourquoi c'est faux?
Tu sais ou pas? Là, ça va trop louper la vidéo. Et attends, au pire, tu fais une photo dans le chat. Non, je pense. Ouais, et les mettre dans la vidéo. Parce que, ouais, là, pour répondre à ça, ce qui est bien, c'est de dessiner les molécules, typiquement. Là, votre molécule NH4, du coup, on va avoir. Là, des feutres efficaces. Ah, c'est ceux-là, c'est ça? Mais normalement, c'est ceux-là qui marchent le mieux aussi. C'est mieux. Ouais. Donc, vous avez là. OK. Donc là, on a NH4+. Votre atome d'azote, il va faire habituellement trois liaisons. OK? Donc, les trois liaisons avec les H. Et avec son doublé non liant, il va se séparer d'une de ses charges, enfin, d'un de ses électrons. Donc, on aura une charge plus ici, pour pouvoir faire une autre liaison avec l'hydrogène là. Donc, il y aura quatre liaisons ici. Donc là, pas de doublé non liant. Ensuite, il y a rien pour être facile. On a le NO2. Hop. Donc, il va être lié à un oxygène. L'oxygène, il fait toujours deux doubles liaisons. Essaye, hop, pour euh, faire voilà, double liaison. Mais là, hop, on a notre oxygène, mais notre azote, lui, il peut faire, là c'est son double non liant, il peut faire qu'une seule liaison ici. Et donc là, on va avoir un électron en plus sur la couche externe, sur l'oxygène. Je ne sais pas si ça vous semble. Un peu. Il va rester. Là, c'est une charge honnête. Et hop, les plus non. Bon, je vous montre ici. Donc, d'où le NO2 moins. Et la troisième molécule, NO. Donc là, pareil, avec trois oxygènes. Donc cette fois, il va être lié avec un oxygène qui aura sa charge moins dehors. Mais là, il va devoir créer une quatrième liaison avec l'autre oxygène là-haut. Donc ce qui va lui provoquer ici une charge plus. Et là-haut, l'oxygène, il aura pu faire qu'une seule liaison. Donc il y aura une charge négative ici. Hop, hop. Donc là, ces deux charges-là se compensent dans l'écriture brute comme ça. Donc on n'a qu'une seule charge négative euh, sur l'écriture basique. Donc voilà. Donc là, on peut voir que du coup, l'atome d'azote, il a un doublé non liant juste dans cette molécule. D'accord. Ah ouais. Ouais, si. Et ça, je suis en train de faire au tableau, on va les mettre, on va les noter, juste prendre un tableau, on va les mettre dans le chat. Voilà. Juste les molécules dessinées de. Il y a un trait sur le. Merde. Ah, Ah oui. Bon, la question qui est posée, c'est à quel moment on va mettre des doublés non liants sur chacun des atomes. La feuille de valence de l'électron. Donc, tu prends ton atome, pas d'électron de l'atome. typiquement. Vas-y. Euh, donc en gros, ça, c'est des orbitales. Voilà, les orbitales. Voilà. On dessine les orbitales en premier lieu. C'est les petites caches qui sont en fait, le S2. Ouais. Par exemple, fais l'oxygène. Et donc là, 2, et
4. D'accord avec nous que la sélection dans le système, il y a une sélection de base, il va remonter, mais plus 6. Là, c'est la couche externe. Et donc, ces deux doublés liants qui vont être ici, en fait. Ça va être... En fait, un doublé non liant, c'est deux électrons qui restent ensemble sont appareillés sur la couche externe. Et avec ces deux électrons célibataires, notamment, l'oxygène va pouvoir faire ses liens. Bon, après, en fait, tu dessines ton atome, là, ton pot. Tu vois que tu as 6 électrons sur la couche externe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est les trucs de base. C'est hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, tu sais que deux électrons, ça te fait un doublé non liant, comme ça, comme ça. Là, il est comme ça, dans son état de base. Et ensuite, comme tu as ton azote aussi qui a deux électrons sur son côté, celui-là, au lieu d'être non liant, il va se rejoindre comme ça. D'où le fait qu'il ait des doublés non liants. Après, si tu veux, tu rajoutes un H ici et tu perds ton doublé, ça fait ça. Tu vois à peu près? Juste par rapport à ça, les doublés non liants. En fonction des électrons qui sont mis en jeu dans les liaisons ou non. Ça va pour tout le monde ou pas? Vous repartez de ça à chaque fois. Là, c'est un, comme il a dit, c'est un S2 au début. Et voilà. T'as compris ça ou pas? Vous êtes sûr? Voilà. Si vraiment vous raisonnez comme ça, en fait, vous pouvez prendre et, comme ça, on va faire. De toute façon, c'est tout le temps pareil. En fait, dès que vous voyez que les atomes reviennent, c'est. Et là, en voyant les molécules, tout ça, nos molécules TLC, est-ce que les dans un seul J'en pense. oui, c'est que, on dit dans un de moi, ouais, c'est ça. Et par exemple, ça, on commence pour l'air non nul. La tétraédrique, c'est la seule qui est non nulle. Ouais, c'est ça. Qui est nulle, pardon. Ouais, c'est ça. Parce que là, vos vecteurs d'électronégativité, l'oxygène vont attirer les électrons. Oui. Ouais, c'est ça qui est loin du. Euh, oui, donc ici, vu que la géométrie de la molécule est coudée, les deux vecteurs vont pas pouvoir se compenser, vu qu'ils ne seront pas de même direction, vu que la géométrie est coudée. Ici, même principe, c'est les oxygènes qui attirent les électrons. Et donc, forcément, on a trois sens différents, trois directions différentes, donc ça ne peut pas se compenser. Par contre, en tétraédrique, les quatre vecteurs vont se compenser. Et donc, on aura un moment dipolaire non nul. Vous pouvez faire, vous aider du tableau juste ici en rappel. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas du tout? Ouais, ok. Euh, de quoi? Question. La question, c'était juste Ah oui, merci. retrouver la méthode pour savoir si une molécule est SP1, enfin SP, SP2, SP3. Ok. Donc, pour avoir ton hybridation,
Le but, c'est de compter le nombre d'atomes liés à l'atome central et aussi le nombre de doublés non liants qu'il y a dans ta molécule. Là, je vais te prendre un autre exemple. Euh, ouais, oui. Là, par exemple, imagine qu'ici, tu as une molécule d'H2O. Donc là, t'as tes deux atomes d'hydrogène, ton atome d'oxygène au centre. La molécule d'H2O, elle va être hybridée quoi, à ton avis? Enfin, ouais. Il y a combien de doublés non liants sur une molécule d'H2O? L'oxygène, il a combien de doublés non liants? Ouais. Donc, tu reprends la formule qu'il y a ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Ton atome d'oxygène dans la molécule d'H2O, il sera hybridé sp3. Voilà. Faut faire attention. Souvent, il y a des pièges avec les doublés non liants qui sont pas forcément représentés dans telle ou telle représentation. Mais ils sont bien là, faut les prendre en compte et les prendre en compte dans l'hybridation. Donc, ça, c'est bon. C'est la B et D. OK. Donc, QCM3, toujours sur l'atomistique. On vous donne la structure électronique d'un atome. Enfin, vas-y, d'un atome. Est-ce que, d'après vous, il appartient à la colonne 7 du tableau périodique? Non, ok. Ouais, ouais, c'est ça. Là, ici, il va lui manquer un électron pour être stable, en fait, pour avoir toutes ces couches remplies. Donc, il sera sur l'avant-dernière colonne, la 17e. Il possède un seul électron de célibataire sur sa couche de valence. Vrai ou faux? Ouais, il est ici. Bon, alors, voilà, c'est les cas. Qui est célibataire. Il appartient à la colonne des halogènes. Ouais, parce que les halogènes, c'est l'avant-dernière colonne, avant les gaz rares. Si je dis pas de bêtises, oui. Ouais. Tchic, tchic. Il possède la même structure électronique externe que l'atome de fluor à l'état fondamental. C'est vrai? Ouais. Ouais, parce que le fluor, il va être plus haut au niveau des lignes, mais pareil, le fluor, il va avoir cette. Enfin, de toute façon, quand vous placez les électrons 1, S2, 2, S2, les 9 électrons, vous verrez qu'à la fin, ça arrive à 2p5 et que du coup, la structure externe, c'est la même en fait. Il lui manque un électron pour être complètement stable et pour s'approcher de la configuration des gaz rares. Euh, ok, et la E, du coup, vous en pensez quoi? Il peut donner un ion X+, dont la couche externe est identique à celle d'un gaz rare. Ouais. Là, ouais, là c'est faux parce que du coup, X+, ça veut dire qu'il va perdre un électron et que donc il va s'éloigner de la configuration des gaz rares. Bah bon, je me rappelle. Voilà. Où il est? Donc, en gros, la question, c'était qu'ils ont fait pour savoir où notre élément se situe au niveau du tableau périodique. Donc, au début, tu as pris tes phases pour dessiner les trois premières lignes. Tableau périodique. Et juste ensuite, on va du coup, là, tu comptes ton nombre d'électrons. 1S, 2S, donc ça fait 4, 10, 12, 17. On a 17 électrons. On va se repérer au niveau du tableau périodique. On aura fait nos trois premières lignes qui nous permettent d'arriver jusqu'à 18. Une fois qu'on a fait Napoléon, Manja, allègrement, c'est poulet sans claquer. Argon, c'est la 18e. Donc le 17, tu sais que ce sera juste celle de juste avant. Donc halogène, tu sais que c'est celle-là, juste avant les gaz rares. Pour le retrouver au niveau du tableau, tu prends la somme. La couche de valence, c'est la dernière couche, la couche externe. Donc les 3 S. Ouais. Après, là, dans le QCM, ils vous mettent un exemple qui est très, comment dirais-je, très reconnaissable. Là, on voit qu'il lui manque un électron pour être complètement stable et que donc, ben, forcément, il sera une case avant les gaz rares.
en fait. Voilà, on va pas vous donner des structures électroniques comme ça, n'importe lesquelles, et vous dire, ah ouais, c'est quel atome? Là, voilà. Et puis même, en vrai, on s'en fout de savoir quel atome c'est, en vrai, l'élément X. L'élément X, là, je crois que c'est voilà, le chlore. Mais en vrai, ça nous aide même pas forcément pour répondre à la question, en vérité. Voilà. Ouais. Ouais. C'est ça en quoi? Oui. Où il se situe? Moi, je te dis ma technique, c'est Oui, en gros, enfin, attendez, hop. Oui, là, le plus 10 en fait, c'est pour ajouter les couches 1 et 2 en fait. Les niveaux 1 et 2 d'énergie, où tu as déjà 10 électrons. En fait, c'est pour compenser justement les deux premières lignes. Euh, tu... Ouais, ok. Bah, je passe à la suite. Tu fais la thermo ou Donc, dans ce QCM, on parle de la synthèse industrielle du chlorure de vinyle, euh, aussi appelé le chloroéthylène, qui est la réaction 1. Donc, on a C2H4 gazeux plus Cl2 gazeux qui donne C2H3Cl gazeux toujours et HCl gazeux toujours. Cette réaction, elle est réalisée à 298 degrés, enfin 298 Kelvin, en deux étapes. Donc, les deux étapes différentes sont la réaction 2 et la réaction 3. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord pour la thermodynamique, c'est les relations H est égal à U plus PV et les conséquences du résultat de H. Si delta H est inférieur à 0, la réaction elle sera exothermique. Et si delta H est supérieur à 0, elle sera endothermique. Et dans le cas des gaz parfaits, PV égale nRT, on peut changer un peu la relation et remplacer par delta H est égal à delta U plus RT delta N, comme on peut l'avoir juste en dessous. L'autre relation qui est importante à savoir, c'est celle de l'enthalpie libre, qu'on note G, euh, où la relation est delta RG est égal à moins RT ln de K. Euh, Pareil, si delta G est inférieur à 0, ce sera exergonique. Par contre, si delta G est supérieur à 0, la réaction sera endergonique. Le principe de Le Chatelier est assez important aussi à retenir. C'est le fait que toute variation d'un facteur de l'équilibre entraîne un déplacement de ce dernier de façon à s'opposer à cette variation. Voilà, typiquement, si la température augmente, c'est bien la réaction doit se passer. Si la pression augmente, la réaction doit se passer. Pareil, si on augmente la concentration en un produit, ça va être dans le sens inverse de la réaction. Si on augmente un réactif, ça va booster notre réaction dans le sens premier. Voilà. Et ouais, important ici, R et T, c'est des constantes. En vérité, voilà, le T correspond à la température et le K, on va c'est la constante. Voilà. Il faut savoir que R et T, ils sont positifs. Et il me semble. T, pardon. R est positif. Et T, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est en Kelvin. Ouais, la température est toujours en Kelvin. Euh, Ça va, je ne pas fait encore. Mais que c'est wow. Donc, dans la question A, on nous demande si l'enthalpie libre, donc c'est delta G, comme on l'a vu tout à l'heure, est égale à moins 111,4 kJ par mol. Donc là, en fait, on se pose surtout la question de comment sont agencées les réactions 2 et 3 pour donner la réaction 1.
Ce qu'on peut voir, c'est que dans un cas, on a C2H, enfin dans la réaction 2, on a C2H4 plus Cl qui donne C2H4Cl2. Et dans la réaction 3, on a C2H4Cl2 qui donne C2H3Cl plus HCl. Sachant qu'on part de C2H4 plus Cl2 et qu'on veut C2H3Cl plus HCl, on voit donc qu'il faut additionner, enfin on a d'abord la réaction 2 et ensuite la réaction 1. Donc si on additionne nos deux réactions, euh, on obtient la réaction 1. Est-ce que ça vous paraît clair pour tout le monde? Est-ce que vous voulez un schéma? Un schéma? Est-ce que tu peux le refaire stocker sur mon ordi? Dans le studio de réaction 1, composer la réaction 2 plus la réaction 3 va être égal en fait à la réaction 1. Donc, par extension, Bon, après, il faut faire attention parce que de temps en temps, on peut inverser. C'est pourquoi on est souvent dans le mauvais ordre, donc on sera- Oui, Et là, faut... Comme ça, d'après vous, déjà, oui, oui, c'est assurer, voilà, les trois, un, pardon. Faites attention aussi, des fois, les piéger comme ça, faites gaffe parce que les deux soient bien en petit module. Des fois, faut adapter en fonction donc du. là, on va creuser elles sont de chaque côté et on retrouve notre réaction 1 avec le C2H4 plus Cl. Oui, donne le C2H3Cl plus le HCl. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir qu'il suffit d'additionner delta G2 et delta G3 pour avoir delta G, enfin pour avoir delta G1. Ensuite, pour l'item B, on nous demande de considérer la variation d'énergie, le rapport entre la différence entre la variation d'énergie interne et la variation de l'enthalpie. Donc ça, il faut reprendre la formule de tout à l'heure qui était H est égal à U plus PV. Sauf que là, c'est delta H et delta U, donc soit c'est le même. Pour c'est cette réaction, enfin, cette équation qui est juste là. Oui, là, on prend en compte delta H et delta U. Ouais. Comme on a en tout... Oui, en tout. Oui. En fait, là, il y a dans la réaction 1, ici, alors, c'est pas précisé, mais le delta N, c'est la variation du nombre de moles de gaz entre les réactifs et les produits. Euh, En l'occurrence, ici, dans les réactifs, on a 2 moles de gaz et en produit, on en a 2. Donc, la différence, elle sera de 0. Donc, ici, finalement, quand on reprend cette formule-là, on va avoir delta H est égal à delta U plus R fois T fois 0. Donc, en fait, ce produit-là de l'équation, on va pouvoir l'enlever. Donc, on verra que delta H est égal à delta U. On ne l'avait pas noté. R, pardon. Euh, non, mais tu sais que c'est un truc positif qui est pas très grand. R, c'est... Ouais, 8 et des brouettes. c'est ça. Oui, on l'a pas, mais c'est une constante. Je crois qu'il vous est donné dans le cours, mais que normalement, on vous donnera à l'examen s'il y a vraiment des calculs à faire. Voilà. Bon, là, je vous ai un peu donné la réponse, mais du coup, c'est faux. Le delta U sera pas inférieur à delta H. En fait, ils seront égales. Voilà. Yep. Est-ce que ça va pour les deux premiers items? Ouais.
Et puis enregistré, je les ai tous enregistrés. Ouais, c'est ça. Je les ai tous enregistrés dans Voilà. le document, c'était plus simple. Donc là, la question c'était pourquoi les deux termes seront égaux? Parce que justement, il y a deux moles de gaz de chaque côté et que du coup, on peut annuler cette, cet élément de la réaction, enfin, il sera égal à zéro. Donc, par extension, tout ce terme-là sera égal à zéro. Et donc, on aura juste delta H et delta U. Ouais. Ce serait supérieur. Parce que là, enfin, ça dépend de tes valeurs de delta H et de delta U à la base. Oui, la question, c'est s'il y a une différence de plus un au niveau des moles de gaz, Ouais. forcément, le résultat n'est pas du tout le même et ça sera différent, soit supérieur, soit inférieur en fonction des valeurs. Il y avait plus de mol de gaz à la fin. Delta U, il serait inférieur puisqu'on a delta H moins delta U qui est positif, donc on aura delta H qui est plus grand. Par contre, si le delta de gaz il était négatif à la fin, on aurait delta U supérieur à delta H, puisque ça c'est vraiment des équations de maths où on a juste à bidouiller un peu de chaque côté. Ok. Oui, c'est ça. Moins celle du début. Et du coup, ça me donnera le signe du delta M. Et du coup, on fonctionne. Et puis, il ne faudra pas oublier de l'inclure au niveau de la formule. Voilà. Parce que les signes, ça peut être un piège. Il est obligé. Ouais. Ok. Ok. Euh, Ok, pour la suite, là, on nous demande si K1 est, enfin, si la constance d'équilibre K1 est égale à K2 plus K3. Comme on a répondu tout à l'heure que, est-ce que vous avez tous un avis d'abord là-dessus ou pas? Est-ce que à main levée, vous voulez me dire qui pense que c'est vrai, qui pense que c'est faux? Ok, bon. Je vais réexpliquer du coup. Donc, comme on s'est dit tout à l'heure qu'on avait delta RG1 qui est égal à delta G2 plus delta G3, on peut se dire assez facilement que K1 est égal à K2 plus K3. C'est un peu un piège parce qu'en fait, la relation entre delta G et K, c'est la relation qu'on a eue tout à l'heure. C'est delta G est égal à moins RT ln de K qui est là. Donc, il faut qu'on les remplace dans notre équation. J'ai déjà fait l'équation pour le chat dans mes... Voilà. Donc ça, je vais vous la refaire aussi parce que c'est pas... alors, tu vois, en fait, c'est juste de la simplification. En fait, en thermo, souvent, ils vont vous faire manipuler les formules. Si vous avez de la thermo qui tombe, en vrai, c'est des maths, c'est juste des maths pures et dures. Voilà. C'est pas très fun, mais là, en gros, Louise, elle est en train de vous le marquer, mais pour en arriver là, déjà, vous savez que votre delta G1 va être égal à votre delta G2 plus votre delta G3. Donc, en reprenant la formule de tout à l'heure, en fait, vous allez avoir moins RT ln de K1 est égal à moins RT ln de K2 plus moins RT ln de K3 plus K3, voilà. On va pouvoir enlever ce terme-là qui est commun à tous les produits de l'équation. Donc, il nous restera juste ln de K1 est égal à ln de K2 plus ln de K3. Voilà. Ouais. Ouais, je sais.
Dans le chat, normalement, on vous l'a. C'est bon. Ok. On vous a envoyé la simplification de l'équation. Voilà. Du coup, à partir de là, l'exponentielle et la fonction En gros, en fait, du coup, on se retrouve avec l'expression juste de K1 qui est égale à K2 fois attends, K3. je fais ln de K2, ln de l'exponentielle ln de K3, juste pour bien détailler tout du long. Enfin, je pense que est-ce que tout le monde est d'accord? Quand on a une exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Voilà. Ensuite, on a du coup K1 qui est égal à K2 fois K3. Ok. Euh, donc là, bah, cet système, il va être faux. Du coup, vu qu'on va obtenir K1 est égal à K2 fois K3 euh, au final. Voilà. Pour la D, la constante d'équilibre de la réaction 2 est supérieure à 1. Ça, comment est-ce qu'on le voit? On le voit pareil en reprenant cette formule toujours. On connaît notre delta RG2 qui est négatif. Donc ici, on a un terme négatif qui va être égal à un terme négatif fois un terme qui, on ne sait pas, enfin, qui a priori est positif, du coup. Une constante, c'est tout, enfin, K est toujours positif. On peut pas, enfin, la fonction logarithme népérien, non, ln, ne s'applique pas sur des constantes, enfin, sur tout truc négatif. Donc, c'est la question qui se pose, c'est inférieur à 1 ou supérieur à 1. Du coup, c'est Mais du coup, dans inférieur à la 1. question, là, c'était la réaction 1. Quoi. La réaction 2. Non, c'était par rapport à la réaction, enfin, la K de 1 ou est-ce que c'était K de... enfin, oui, est-ce que K2 est supérieur à K1 ou est-ce que c'était supérieur à 1? Le terme. Ok, un tout compris. Du coup, tu vas les faire celle-là, par hasard. Là, c'est vrai parce que du coup, sur la fonction logarithme, si vous avez un terme entre 0 et 1, ça fera quelque chose de négatif. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ou pas? C'est la fonction logarithme. Si vous avez un terme entre 0 et inférieur à 1, ça donnera quelque chose de négatif. Or, ici, nous, on veut quelque chose de positif, ici, qui va pouvoir se multiplier avec ce terme négatif-là pour obtenir du négatif ici. En fait, là, c'est un petit peu un jeu des signes. Voilà. Donc, ça sera supérieur à 1, forcément. Voilà. Là-dessus. C'est voilà. C'est Avec la pas drôle. fonction logarithme. Ouais. Et là, l'augmentation de pression déplace l'équilibre de la réaction 1 dans le sens de la formation. Vrai ou faux, selon vous? Vous avez vu la réponse tout à l'heure, mais est-ce que vous avez eu des idées avant quand vous avez préparé vos QCM? Là, ouais. Est-ce que dans la réaction 1, est-ce que si j'augmente la pression, ça augmente dans ce sens-là? Non? Ouais. Là-bas, ça le fait aussi. Non, je sais pas. Ok. Tout le monde se rappelle du Euh, principe de la Châtelier ou pas? ouais. En gros, une augmentation de pression fait varier l'équilibre de la réaction vers le sens où il y a le moins de gaz. Ouais. Ça, Mais là, Là, comme il y en a des deux côtés, bah, il n'y aura pas de diminution. ça va rien changer, en fait. Donc, faux. Ça ne va pas augmenter dans un sens ou dans l'autre. Voilà. par exemple, c'est un calcul géométrique. Donc, QCM5, Oui. je le fais ici. Vas-y, vas-y. Donc, Est-ce qu'il y a de la... Oui, je peux alors, on a une réaction de synthèse réalisée à 298 Kelvin. Donc, on a la réaction aussi dessous. On a notre constante, toutes nos valeurs. Et donc, indiquer ces propositions suivantes sont vraies ou fausses. Petit a, la réaction est endothermique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vrai, faux? Pourquoi? Vous savez pas? C'est faux? Pourquoi? C'est un rachet négatif. C'est ça. Donc, Comme on a delta RH inférieur à 0, on a toujours exothermique. Si on avait plus 130 joules par mol, ce serait endothermique. Voilà. Par exemple,
Ok. Donc, item B, la formation de l'urée s'accompagne d'une diminution du désordre. Alors, vrai, faux, on baisse le désordre. Là, l'ordre et le désordre, vous le voyez avec l'entropie, la variation d'entropie, en fait, qui est juste ici. Donc, si c'est négatif, on l'a, bon, là, c'était le rappel. Euh, Si c'est inférieur à 0, il y a diminution du désordre. Si c'est supérieur, augmentation du désordre. Donc là, c'est vrai. Voilà, Ça, c'est négatif. là, c'est 10. Ouais, ouais, c'est ça exactement. C'est ça. Ouais. Plus c'est solide, plus c'est ordonné. C'est ça. Item C. À 298 Kelvin, cette réaction est spontanée dans le sens direct, sens de formation de l'urée. Alors, là, c'est une petite formule. Euh, Qui a fait le calcul? Parce qu'il y en a qui savent déjà la formule qu'on va utiliser. Ouais, Euh, donc, delta RG est égal à delta H moins S fois T. c'est ça. Et on trouve quelque chose de négatif. Donc, c'est hexagonal. Euh, donc ça va dans le ouais. sens des formations de. Et c'est spontané, du coup. Ouais. Voilà, c'est avec cette. Attendez, hop. Euh, voilà. Non, Vous l'avez la formule. attends, Je sais pas. pas de mise. Delta RG est égal à delta RH, donc voilà, moins Et t'as delta enlevé ici. S fois T. Voilà. Non, mais je l'avais mis sur le diapo, mais il y a eu Ouais. Mikok. Dans mon cas, ça fait combien ça? Là, il est en kilojoules. Puis là, hop, hop. Enfin, il n'est pas en kilojoules simplement. Il est pas en mol, moins 1. Et lui, il sera en joule, kilo. Il y a écrit quelque part. Ouais, Marqué c'est joule. fois Kelvin. Voilà, là, voilà, ça, c'est par moins 1. Et là, c'est en joule par mol. Donc, c'est en Ouais, Kelvin. ouais, Tout ça va s'annuler. Et donc là, il faut faire kilojoules et joules. Par contre, on va avoir des valeurs similaires, mais comme c'est en kilos, il faut faire 300. OK? On va faire ça avec un piège. Euh, En B. Est-ce que la réaction sera spontanée? quelque sorte. Voilà. Toujours, du coup, avec cette formule-là, si on change la température, est-ce que ça peut influencer ou pas l'ordre? Ouais. Euh, donc, l'item, il est. Ouais. Parce que là, si on. Non, là, je fais pas l'exemple du CM, mais disons qu'on a un Kelvin ici, ça peut rester négatif. On met 1000 Kelvin ici, ça deviendra positif. Et ça change du signe ici. Ça changera après le Généralement, signe c'est du du delta négatif. RG. Donc, plus on ajoute, plus le nombre ici est grand, plus ici ça tendra vers le positif. Vous avez compris ou pas? Un exemple, c'est bon. En fait, ça changera le signe du delta RG à la fin et c'est ça qui détermine si c'est spontané ou pas. Une augmentation de la pression favorisera la réaction dans le sens direct. Alors, vrai, faux. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Euh, non, là, du coup, t'as- plus tu augmentes la pression et moins tu as de gaz. Du coup, ça va de gauche à droite. Là, tu as du gaz, tu augmentes la pression, ça va former du solide et du liquide. La définition, c'est Ouais. ça va vers là où il y a le moins de De moles de gaz, ouais. gaz. Donc, yep. Voilà. Donc, Voilà. euh, des questions par rapport à ce que je fais? Je suis passé un peu vite, aurait dû. L'eau était gazeux. L'eau était gaz. Ouais, surtout, on peut faire un moins de mol de gaz. Parce que ça monte. Quand l'eau gaz à droite, l'eau gaz à droite. Non, non, c'est vraiment les gaz. Voilà.
Ah, ça fait égal. Alors, juste, Ouais. est-ce que vous pouvez expliquer ce que m'a dit les fois, c'est par les plateformes spécifiques. Ok. Vas-y, je fais ça. C'est la DG. En gros, sur la formule qu'on a réalisée, en fait, on a énergie égale à la moins en produit la température. Donc, forcément, si tu changes la température, ça va demander que de ton produit-là, et ça va changer. On va faire un levier qui sera soit positif, soit négatif. Donc, Oxydoréduction, maintenant. S'il n'y a pas de question, pardon. Ouais. Ok. Tu veux qu'on refasse le calcul en entier? Ok. Donc pour la C, ok. Ouais. Si jamais il y a beaucoup de prix, Vas-y. C'est, Je veux pas ou pas? ouais, ouais, c'est ça. Ok, donc là, on passe à l'oxydoréduction. Donc, on considère la réaction entre l'ion hypochlorite, CiO, et le peroxyde d'hydrogène, H2O2, qui a lieu toujours à 298 degrés Kelvin et à un pH qui est égal à 0. Donc, c'est une réaction dans un milieu très acide. Les couples redox mis en jeu sont Cl au moins Cl avec qui a un E0 de 1,73 volts et O2 H2O2 qui a un potentiel standard de 0,69 volts. Donc les rappels pour l'oxydoréduction. Il faut bien se rappeler qu'un oxydant, c'est une espèce susceptible de gagner des électrons. Le petit mémo technique, c'est un oxydant, il est méchant, du coup, il prend les électrons. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Un réducteur, c'est une espèce susceptible de perdre les électrons. Il faut bien pas se tromper, un oxydant, il subit une réduction. Et il oxyde l'autre réaction, le réducteur, qui du coup va subir une oxydation. Est-ce que ça va? Euh, donc après, on a la règle du gamma. Donc ça, la règle du gamma, c'est pour savoir qui réagit avec quoi et dans quelle priorité. Parce que comme on a pu le voir dans l'exercice tout à l'heure, on a deux potentiels qui vont nous être donnés. Et le but de cet exercice, c'est de voir qui réagit avec qui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe, le principe, c'est que le couple l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxydant le plus fort, c'est également le réducteur le plus faible, et le réducteur le plus fort, c'est aussi l'oxydant le plus faible. Pour connaître le potentiel standard donc, de l'équation, on fait le potentiel du couple oxydant moins le potentiel du couple réducteur. Donc ça nous donne, comme on peut le voir là, comme on a noté en E, oui. En haut, on note, pour faire la règle du gamma, elle nous permet de savoir donc qui réagit avec qui. Plus notre couple sera placé haut sur notre échelle, plus il sera fort un oxydant fort et un réducteur faible, et plus il sera placé en bas, plus ce sera un réducteur fort et un oxydant faible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on note oxydant slash réducteur. On dit attention, on dit un couple redox, mais on note oxydant slash réducteur. Là. Donc là, selon la règle du gamma, on a notre oxydant, donc le plus fort, qui va réagir A, qui va réagir avec D, notre réducteur le plus fort, et ce qui va donner notre oxydant le plus faible, donc C, et plus notre réducteur le plus faible, noté ici B. Est-ce que ça va pour l'instant ou pas? Ça va dans le chat ou pas? Ok.
Donc, pour la première question, on nous demande de trouver l'équilibre correspondant au couple redox Cl au moins Cl. Est-ce que vous avez pu la faire celle-ci? Est-ce que vous avez besoin qu'on revoie tout ensemble ou pas? Ou est-ce que vous avez une idée si c'est bien ce couple, cet équilibre-là ou pas? Bon, ok. Va falloir que tu redessines parce que je vais le faire au tableau du coup. Après, il y a deux électrons pour deux façons électrons. Je la refais. Ouais, oui, c'est bon. Donc, on note d'un côté notre oxydant, donc là c'est Cl au moins, et une autre flèche, on laisse un peu d'espace, et de l'autre côté, on note notre réducteur. Donc, l'idée, ça va être d'équilibrer de sorte à ce qu'on ait la même chose, enfin, qu'on soit équilibré de chaque côté, qu'on ait le même nombre d'atomes. C'est une équation chimique de base. Donc là, on voit que le chlore, il est équilibré de chaque côté. On a un atome de chlore, on est bon. Ensuite, les autres atomes principaux, c'est l'oxygène. On voit qu'on en a un ici, mais on n'en a pas de l'autre. Donc pour le rajouter de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est rajouter de l'eau. Donc on rajoute plus H2O. Oui, donc on va devoir rajouter deux H de l'autre côté. Pour pouvoir rajouter des ions H+, ce qu'il va falloir faire, c'est juste rajouter des H+. En fait, on a le droit de les rajouter comme ça. Donc on va rajouter deux H+, pour avoir le bon nombre d'atomes principaux dans notre réaction. Donc là, on est équilibré au niveau des atomes. L'étape d'après, ça va être ensuite de calculer les charges. Donc de ce côté-là, on a un moins et on a deux H+. Donc on a une charge de plus 1. De ce côté-là, on a juste un moins. Du coup, on a une charge de moins 1. Donc ce qu'on va faire pour équilibrer les charges, c'est rajouter des électrons qui sont des charges qui sont égales à moins 1. Donc on va en rajouter plus 2 de ce côté-ci. On les note E comme ça. Et comme ça, là, les deux électrons, ils vont apporter les deux moins 1 nécessaires pour obtenir moins 1. Et comme ça, on est équilibré des deux côtés. C'est pourquoi la réaction qui est proposée en A, elle est fausse, puisqu'il nous manque un électron, comme ce que vous l'avez dit tout à l'heure. Les hydrogènes. Première étape, les atomes principaux, parce que l'oxygène, ça en fait partie aussi. Ensuite, on équilibre les H+ de chaque côté, et enfin les charges. Donc, la réaction globale, elle s'accompagne d'un échange de deux électrons. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on ne parle pas que de cette équation-là, mais on parle de la réaction globale. Est-ce qu'il y en a qui disent vrai? Et ceux qui pensent faux? Ok. Donc là, en fait, il faut faire la même chose avec O2, H2O2. Tout à l'heure, j'ai commencé en mettant l'oxydant du côté gauche et le réducteur du côté droit parce que c'était notre oxydant le plus fort avec le réducteur le plus faible. Mais donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le noter dans l'autre sens, comme ça on pourra faire directement l'addition des deux pour avoir la réaction globale. Donc j'ai d'un côté H2O2 et qui va nous donner donc, comme tout à l'heure, on commence par équilibrer les atomes principaux de notre réaction. Donc là, en l'occurrence, c'est le O2 qui est équilibré de chaque côté.
Donc, ce que je vais faire, c'est juste rajouter plus 2 électrons, plus 2 H plus de ce côté-là. Euh, voilà, comme ça, on a tous nos atomes qui sont équilibrés et il manque plus qu'à équilibrer les charges. Là, on a une charge de 0 et là, on a une charge de plus 2. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire plus 2 électrons pour faire une charge de moins 2. Ce qu'on va faire ensuite, c'est pouvoir additionner nos deux demi-équations. Ça s'appelle des demi-équations. Il faut, euh, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons de chaque côté. Je sais pas trop comment expliquer ça. En gros, là, pour pouvoir les équilibrer, il faut vérifier que le nombre d'électrons de chaque demi-équation soit le même. Là, en l'occurrence, on peut dire qu'on a de la chance parce qu'on a 2 électrons en haut et 2 électrons en bas de l'autre côté, donc ça va s'annuler et donc on n'aura pas besoin de faire des micmacs. Par exemple, si on avait eu un plus 5 électrons ici, il aurait fallu multiplier par 2 pour en avoir 10 et multiplier par 5 en bas pour en avoir 10 et avoir une réaction équilibrée. Voilà, donc là, comme on n'a pas besoin de multiplier de part et d'autre, on a 2 électrons là et 2 électrons là. Donc en tout, la réaction elle mettra en jeu 2 électrons, puisqu'on aura 2 électrons à gauche et 2 électrons à droite. Si on avait pas les mêmes nombres d'étudiants, si on avait eu 4 étudiants, on était pas deux, on était- les réactions aussi peuvent interagir ensemble, on a des électrons sur le côté. Faut pas dire. Qu'est-ce que tu entends par intermédiaire commun? Non, en fait, ça, c'est pas, ce sont pas des réactions. Ce sont des demi-équations d'oxydoréduction. La réaction d'oxydoréduction, c'est l'ensemble des demi-équations qui se mettent ensemble. En fait, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. En fait, là, l'idée, c'est comment le Cl, si tu le mets tous, le ClO et là, le 2H+, pardon, le ClO moins Cl, si tu le mets tout seul dedans, il va se réagir de cette manière tout seul. Enfin, vraiment, il réagit pas trop tout seul, mais ça, c'est le Cl tout seul. Et en gros, et là, ce sera le H2O2 avec l'O2. Donc, si tu les mélanges les deux ensemble, bah, tu n'as pas besoin de mettre d'intermédiaire en plus, sauf si tu veux accélérer ta réaction. Est-ce que ça te paraît clair ou pas? En gros, l'idée là, c'est un réactif tout seul, ça c'est l'autre réactif tout seul. Tu les mets ensemble et ça te donnera la réaction finale. Mais c'est pas une réaction en lui-même. Ah non, 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 c'est pas. On est passé comme dans la thermoréduction de tout à l'heure, comme la thermodynamique de tout à l'heure. Ok. Bon, bah, du coup, non, là, c'est vraiment deux demi-équations tu ajoutes ensemble, ouais, que tu ajoutes ensemble pour faire réagir deux espèces. En l'occurrence, c'est toujours un oxydant, l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort, qui donne l'oxydant le plus faible avec le réducteur le plus faible. Donc, ensuite, on a la variation du potentiel standard de la réaction globale est de 2,42 volts. Donc là, pour obtenir cette équation. On en a parlé tout à l'heure, c'est cette équation, donc on peut voir juste ici, là, E est égal à, enfin, le potentiel de la réaction est égal au couple oxydant moins le potentiel du couple réducteur. En l'occurrence, ici, comme on l'a dit tout à l'heure, le couple qui donnera l'oxydant, c'est le couple qui aura le potentiel le plus élevé, comme on a pu le voir avec la règle du gamma. Et le couple qui donnera le réducteur le plus fort, ce sera celui avec le potentiel standard le plus faible. Donc, ce qu'on va avoir pour avoir le potentiel standard de la réaction globale, ce sera 1,73 volts, puisque c'est notre couple oxydant, moins le 0,69 de notre couple réducteur. Donc, on obtient un 1,11 à peu près et ce qui nous donne 0,14 et ce qui nous donne pas 2,42. Donc cette réponse sera fausse. Ouais. Alors le pourquoi je serais. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il faut le même nombre d'électrons sur nos deux demi-réactions pour les faire réagir ensemble. J'ai pas vraiment de réaction de.
Quand on dit qu'on multiplie, c'est pas multiplier juste le nombre d'électrons, c'est vraiment multiplier toute la demi-réaction. Ça veut dire que si on multipliait là par 5, on mettrait un 5 devant ici, on aurait 10H+, 5Pl- et 5H2O. Juste pour préciser. Je vais préciser, bien que sinon, vraiment, en plus, Alors, ce qu'on a dit, je sais pas si vous avez entendu dans le chat, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on peut avoir des potentiels standards de demi-équations qui sont négatifs. Et du coup, il faut faire attention parce que moins quelque chose, ça fait plus. C'est un piège débile. retenez que vous faites toujours le plus grand, moins le plus petit. La valeur la plus basse, moins la plus petite. Ça vous donne le potentiel standard. Ensuite, au cours de cette réaction, le peroxyde d'hydrogène est réduit. Donc, l'espèce qui est... Ça marche pas, on va recommencer. Euh, Oui, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'oxydant fort réagissait avec le réducteur fort et que l'oxydant fort oxydait le réducteur fort et que le réducteur fort oxydait l'oxydant. Donc un oxydant est réduit et un réducteur est oxydé. Donc là, il y a plusieurs erreurs dans cette phrase. On a le peroxyde d'hydrogène, c'est H2O2. Selon la notation, H2O2, c'est un réducteur. Donc un réducteur ne peut pas être réduit. Donc la question est fausse. Voilà. Oui, là, si on disait que c'était oxydé, ce serait vrai. Et donc, l'équation bilan de la réaction entre ces deux couples, c'est la somme de nos deux demi-réactions qui sont juste là. Donc, hop, on a ClO- plus 2H+, plus 2 électrons, plus H2O2, Cl- plus H2O, plus 2H+. Donc là, on simplifie, on enlève de chaque côté les trucs qui sont pareils. Voilà, 2E, 2H+, et du coup, on obtient Cl- plus H2O2 qui nous donne Cl- plus H2O plus O2. C'est ce que nous donnons. Ok, t'inquiète pas. Posez vos questions, parce que c'est essentiel que vous parcourez le tableau, vous n'allez pas connecter à la fin du cours. Ok, donc la réaction, ça revient à enfin, ce qui est donné en bas. Est-ce que vous avez des questions ou pas sur l'addition des deux? Ah, tu veux la faire? Donc là, on parle de diastéréoisomère, de stéréoisomère, d'énantiomère. Ici, dans ce QCM, on a la différente représentation de la molécule A juste là. Et il y a la notion des S et des R pour les carbones asymétriques. On va revoir tout ça rapidement. Donc, est-ce que le R et les S pour les carbones asymétriques, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que vous avez compris ou pas du tout? Non. Est-ce que vous savez déterminer si un carbone asymétrique, il est S ou R? Pas du tout. OK. Là, hop. OK. Donc, un carbone asymétrique, déjà, le R et le S, ça va s'adapter pour les carbones qui ont quatre groupements différents. OK. Euh, Ces groupements-là, on va les numéroter par ordre de numéro atomique. OK? Voilà. Ici, typiquement, on a quatre groupements qui sont différents. Le O, il va être premier parce qu'il a le plus grand numéro atomique. OK? Ensuite viendra l'azote, puis le carbone, et enfin l'hydrogène. L'hydrogène, ça sera souvent le quatrième groupement, et c'est super important, vous allez le voir à la fin. Une fois qu'on a numéroté nos quatre groupements sur un carbone, sur le carbone asymétrique, qui du coup aura toujours cette formation tétraédrique, on va placer notre regard pour faire en sorte que le H, enfin que le quatrième groupement soit en arrière, en fait.
là, il faut imaginer votre molécule. Vous pouvez le faire avec des stylos. Imaginez votre molécule qui est comme ceci, qui est tétraédrique en fait. Et mon stylo, ça va être le quatrième groupement. Donc là, vous avez votre carbone qui est dans l'espace. Faire en sorte de garder de manière à ce que votre feuille soit bien arrêtée. Ça va être comme ceci. Là, vous avez votre groupement 4 et hop là. Les quatre groupements sont ici et j'ai le 1, le 2 et le 3 qui sont devant moi. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais essayer de trouver un sens de rotation du 1 vers le 2. Ok. Admettons que j'ai numéroté que mon stylo vert, ça soit l'oxygène, que mon stylo violet, ça soit l'azote et mon stylo rouge, ça soit l'oxygène. Ok. Donc là, je vais aller du 1 vers le 2, de l'oxygène vers l'azote. Donc là, dans mon sens, je vois que ça tourne comme ceci. Pour vous, vous avez votre gare qui est là, qui transperce en fait le groupement numéro 4, en fait, ce qui est représenté ici sur le schéma, hein. Et donc là, vous avez un sens de rotation qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, mon carbone sera S. Ok. À l'inverse, si mon carbone il est disposé différemment et que mon premier groupement il est ici, mon deuxième il est là et le troisième il est là, j'aurai un sens de rotation qui sera R, qui sera dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? C'est bon pour vous ça ou pas du tout? Voilà. Là, ça c'est la théorie. En pratique, il va falloir essayer de bien se le représenter en fonction des molécules qu'on nous présente. Là, c'est du lexique. La différence entre les énantiomères et les diastéréoisomères. Les énantiomères, tout simplement, ça va être des molécules où les carbones asymétriques vont être inversés. En fait, le premier carbone, il est... Enfin, par exemple, mes deux carbones sont R, et dans l'autre version de la molécule, les deux carbones sont S. Donc, les carbones asymétriques sont inversés. Ok, on les inverse. Là, elles seront énantiomères l'une de l'autre. Du coup, pareil, en haut, si le premier est R, le deuxième est S, l'énantiomère de cette molécule, ça sera l'inverse. Le premier sera S, le deuxième sera S. Et les diastéréoisomères, en fait, c'est les molécules qui ne sont pas énantiomères entre elles, mais qui ont quand même des modifications au niveau des carbones asymétriques. Ça va pour vous? Ok. Donc là, typiquement, euh, il y a différentes représentations de cette molécule. Là, en fait, c'est le donc là, le but, ça va être de trouver. Est-ce que vous avez un avis ou pas du tout sur les QCM? Sur l'item A, vous en pensez quoi? Ouais, pourquoi? Ouais, oui. Ouais. Alors là, la molécule, c'est la même. Enfin, alors c'est la même. Non, il y aura les mêmes groupements fonctionnels. La seule chose qui va changer, en fait, c'est les carbones asymétriques. Ils seront pas, parce que les groupements ne seront pas disposés pareil dans l'espace. Ok? Ils seront liés aux mêmes atomes, il y aura les mêmes liaisons, les mêmes groupements chimiques, les mêmes fonctions, mais elles ne seront pas liées de la même façon dans l'espace. Donc là, typiquement, le 1 et le 6, euh, bon, alors tout est détaillé dans la correction. Mais par exemple, je vais vous faire un tel E rapidement. La représentation ici, c'est celle-là. Là, on voit bien, en plus, c'est pratique, c'est dans l'espace. Voilà, le très clair, c'est le et ici, donc, typiquement, ça nous donne ça. Voilà. Voir. Donc là, le carbone qui est devant celui-ci là, d'après vous, il est quoi? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout là? En numérotant à peu près. Il est S. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais faut regarder regarder le numéro de. Ouais. Et il faut les ranger par ordre. Ouais.
Et Il faut les ranger par ordre décroissant. c'est derrière. C'est le dernier substituant qui a Poitiers. C'est le dernier. Et c'est le dernier en gardant, même si c'est pas le dernier, vous pouvez verser l'ordre. Ok. Ouais, là tu inverses parce que du coup tu seras pas dans le bon point de vue. C'est ça en fait. On inverse pour ça. Là le H il va être devant, donc le OH il est en premier. Ce COH là il sera en second parce que même si vous avez deux carbones ici, c'est celui-là qui va primer parce qu'il va être doublement lié à l'oxygène, alors qu'ici il sera lié simplement. Donc on aura un pour le H, deux pour le COH, trois pour l'autre carbone qui est loin et forcément le H qui est quatrième. Donc là si on reprend un peu cette représentation que vous pouvez faire avec des stylos, en fait. Euh, Vous avez le H qui est vers moi, hop, 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 ça en arrière, ça, hop, et là, dans le plan. Donc, en fait, euh, là, vous avez le H qui est devant. Donc là, le un et le 2 ça va tourner dans ce sens-là, en fait. Si vous le voyez comme ça va tourner dans ce sens-là, mais en fait, il faudrait placer notre regard derrière. Donc, ça va tourner dans ce sens-là. Et donc, en fait, si je change le plan, ça va être R, en fait. OK? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, ouais. Il y a personne qui me dit. Alors, je te laisse. Deux, c'est assez. La numérotation des carbones, on va le voir rapidement après. Ici, c'est le carbone numéro 2 parce que la fonction principale, elle est ici. Donc, la numérotation des carbones se fait à partir de la fonction principale. Donc là, ici, on voit bien que l'item, il est faux parce que le carbone, il est 2R ici. OK? Donc, d'ores et déjà, on sait que ça va être faux. Est-ce que vous voulez faire un... Ouais, C, enfin, le COH, il est avant le C qui est rattaché au C des éléments. ok. Parce que là, tu as un C ici qui est lié à un carbone et un autre carbone là-bas. Ok. Donc là, à partir de là, il faut départager. Oui, ok. Ok. Non, il est lié à un O. Là, il est lié à un O, il est lié à un C, il est lié à un H. Là, ton O, il va être doublement lié à ce carbone-là. Ton carbone, il fait tout le temps quatre liaisons. Ok. Donc là, il en fait une avec ce carbone, une avec un H. Ben là, c'est simplifié en fait. Et deux avec l'oxygène. Donc en fait, double. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que je refais un exemple sur les R et les S où on passe à la suite? Parce qu'en vrai, c'est le plus important. De quoi? Je vais voir la suite, mais ils veulent un autre exemple aussi. Ouais, voilà, ici, là. Hop. Donc ici, typiquement, ok. Donc là, vous avez la correction et on vous mettra le diapo sur le drive, hein. Et normalement, enfin, sur Tuto Web, pardon. Sur la librairie, normalement, vous avez tout, hein. OK? OK. Je passe du coup rapidement. Je suis désolé, on n'a pas géré le temps. Donc ici, ok, toujours R et S en fait. Ces histoires d'énantiomères, de diastéréoisomères, dès que vous voyez ça dans un item, c'est R et S. Pensez à ça tout le temps et c'est ça qui va les discriminer, c'est ça qui va faire si c'est un énantiomère ou un diastéréoisomère. Ici, exemple, pour la molécule 1, comment est-ce que vous numéroteriez les substituants? Là, c'est lequel le premier? Ouais. Le second, c'est lequel? Ouais. Le troisième? Ouais, c'est ça. Et donc, le quatrième en H. Là, pareil, il faut arriver à avoir un petit peu cette représentation. Bon, là, c'est un peu facile parce qu'on voit que le 4 il est en arrière. Le 4, vous pouvez toujours vous mimer avec des stylos. Le 4 il est en arrière. Et donc, on fait le 1 vers le 2. Donc, en tournant voilà, de cette manière-là, on voit que, enfin, on voit que c'est dans le sens anti-horaire. Et donc, le 1 sera de configuration S. Est-ce que le chat, c'est bon pour vous ou pas? Ça aurait été plus simple quand vous numérote chaque substituant, j'avoue.
Mais, euh, mais voilà, du coup, il est F. On ne m'entend plus. Est-ce que c'est bon? Pourtant, je parle fort depuis tout à l'heure. J'essaye. Je sais pas. Ouais, ok. Donc le un il est R. Pareil, bah, du coup, le un et le 2 est-ce qu'ils sont énantiomères? Ça, en fait, il faut le déterminer du coup avec R et S. Euh, donc là, ouais. De quoi? Votre quatrième substitution, il est en avant au lieu d'être en arrière et que ça vous embête. C'est pas trop la peine de essayer de trouver avec ses doigts une configuration qui nous arrange. On peut tout simplement faire la configuration normalement et changer parce que finalement, bah, si on a notre quatrième substitution qui est en avant au lieu d'être en arrière, si là, bah, mon pouce c'est le 1, bah, si on, enfin, c'est votre 1 et du coup, ça va tourner dans le sens, donc ça fait le sens ça fait dans le sens R, bah finalement, si on tourne comme ça fera le sens S et on a juste à retourner. Ouais. Le classement, c'est avec le nombre. C'est avec le numéro atomique en fait. C'est en fonction de tes atomes. Alors, normalement, c'est donné dans l'énoncé, mais si tu connais bien En fait, c'est le nombre d'électrons en fait. Ça correspond au nombre d'électrons. Et tu fais par décroissant. Ton premier, ça va être celui qui a le plus d'électrons en fait. Ça va être le plus lourd entre guillemets, tu vois. Voilà. Et donc là, le S, je sais pas combien il a d'électrons, mais il en a beaucoup plus que l'oxygène qui en a 8 et le carbone qui en a 7. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que la question qu'il y avait, c'était si c'est en avant, si le quatrième groupement est en avant, en fait, vous inversez la configuration que vous trouvez parce que vous n'avez pas le bon point de vue. C'est-à-dire, attends. Là, en fait, ici, c'est Newman. Comment vous faites? En fait, il faut imaginer que là, le cercle qui est en avant, en fait, les trois branches qui sont là, elles sont face à vous de cette manière-là. En fait, OK? Ça va être face à vous de cette manière-là. Et donc, forcément, le carbone qui va être lié en arrière, il sera derrière vous, en fait. Donc, là, il faut un peu se le voir. Par exemple, ici, le H, ça sera le quatrième. Donc, il faudra mettre mon œil ici. Regardez là. Et donc, S, O, C. OK. Et donc, le S et le O, en fait, on va aller du un vers le 2. Hop, comme ça. Et donc, en fait, il faut se mettre sur le côté. Mais là, du coup, ça sera ce carbone-là, il sera S, du coup. Parce qu'on a c'est de la représentation dans l'espace, en fait. Où ça? Là? La 2. Ouais. Ouais. Ben là, tu vas par-dessus, en fait. Du coup. Ben, là, ça, quand tu l'as comme ça, tu peux te représenter avec les crayons, en fait. Là, tu as ton H qui est dans le plan. Là, tu as ça qui est. Ouais. Ouais. Ok. Tu regardes là. En fait, tu regardes par au-dessus et tu tournes comme ça. Tu vois ou pas, à peu près? En gros, ouais, c'est. Bah, du coup, tu vois, SO, là, ça va être R, du coup. Vu que ça tourne comme ça. En fait, tu te mets un peu au-dessus et voilà. Ça passe. Voilà, donc les questions d'énantiomère, de stéréoisomère, c'est vraiment S et R. Si vous arrivez à faire S et R, vous arriverez à trouver ça, il n'y a pas de galère. Là, maintenant, un petit peu de nomenclature. Bon, ça, malheureusement, il faut le connaître un petit peu plus ou moins par cœur. C'est l'ordre de priorité des fonctions. Sur la librairie, sur TutoWeb, il y a plein de moyens mémotechniques pour apprendre la hiérarchie des fonctions. Retenez que les acides, c'est vraiment les plus prioritaires. À chaque fois, l'acide carboxylique, l'acide sulfonique, c'est les plus prioritaires. Et donc, elles donneront leur nom prioritaire, en fait. Ce sera carboxy et inversement. Si la fonction est prioritaire, elle aura un nom différent dans la molécule que si elle n'est pas prioritaire. Typiquement, l'alcool, des fois, ça peut arriver. Si c'est prioritaire, ça finit par ol.
c'est un suffixe. Sinon, on aura le terme hydroxy. Voilà. Pour nommer sa molécule, il faut trouver tout d'abord la chaîne de carbone. On numérote les carbones en partant de la fonction la plus prioritaire. Donc là, typiquement, il y a l'acide carboxylique. Donc, le carbone numéro un, ça sera celui-là. Et donc, on prend la plus longue aussi. Ouais, la 4. Ou si, c'est le même. Si. Pourquoi ils sont pas énantiomères? Parce qu'il n'y a qu'un seul carbone asymétrique et les énantiomères, c'est sur deux, il me semble. Ouais, je crois. C'est inversé. C'est parce qu'il n'y a qu'un seul carbone asymétrique. Donc ouais, pardon, je continue. Voilà. Là, ici, vous avez tous les substituants, donc tous les suffixes, enfin tous les préfixes dans cette molécule. Ouais, dans cette molécule-là. Enfin, non, c'est pas. Attendez. Non, mais, ça. Ouais. Donc en premier, vous avez d'abord tous les substituants et le numéro du carbone sur lequel ils sont assignés. Là, par exemple, ça voudra dire que dans la molécule, sur le cinquième carbone, il y a une fonction chloro, donc un chlore. Sur le sixième carbone, il y aura une fonction hydroxy, donc une fonction alcool, OH. Et 5, il y aura un méthyle. Euh, on a toujours un préfixe aussi avec le nombre de carbone. S'il y a 6 carbones, ça sera un hexagone, donc hex. 3 N, c'est pour les nombres d'insaturation qu'on va avoir. Et 2 on, c'est la fonction cétone qui du coup est prioritaire, donc elle se met à la toute fin et elle sera sur le carbone numéro 2. Voilà. La nomenclature grecque, c'est une manière différente de faire la nomenclature. En fait, on prend le carbone sur lequel il y a la fonction principale et on part, si c'est à 2 carbones de la fonction principale, votre fonction, elle sera bêta, par exemple. Là, par exemple, l'ester, il est bêta-cétonique parce que la fonction principale, elle est ici. C'est le COO. Euh, et donc, euh, on est à deux carbones de la fonction principale. Donc, c'est bêta. Bêta-cétonique, on a une cétone ici. Voilà. Ah oui. La stéréoisomérie ZE aussi, c'est super important. Sur une double liaison, si vos substituants, pareil, on va les classer par ordre. Pareil que pour les S et les R, par numéro atomique. Si les deux sont du même sens, du même côté, ça sera Z. Tiens, vous me laissez les clés, non? Ah ouais. Mais au pire, on se fera virer. Non. Non. Ok. Ouais, ouais. Et donc, ok. Et ça peut être eux si les substituants sont de part et d'autre de cette double liaison. Je vais vous montrer un exemple juste après dans le QCM. Ok. Donc là, typiquement, ok. La molécule 2, elle a combien de carbone asymétrique d'après vous là? Non, là, il n'y en a qu'un seul, parce que celui-ci, il est lié à 3H, donc c'est le même. C'est les mêmes substituants. Ici, 3H, celui qui est derrière, il y a 3H aussi qui sont là. Donc le seul carbone asymétrique, il est là. Ok. Euh, bon, je suis désolé, je vous mets rapidement la correction. Voilà. Tout est faux, donc la B est fausse à cause de ça. Ouais. Oui, typiquement, tu peux avoir un QCM où tout est faux. Oui. Oui, non, c'est bizarre. Attends. Non, elle en a zéro d'ailleurs. Ouais, pardon, my bad. Elle a zéro carbone asymétrique parce que, oui, voilà, il y a deux CH3.
Donc la B, il y a zéro carbone asymétrique ici, hein. Désolé pour l'erreur. Voilà. Ok. Donc pour revenir sur les stéréoisoméries géométriques des doubles liaisons, ici, on a une double liaison, mais elle va pas être concernée par cette stéréoisomérie, ok? Parce que de part et d'autre, on n'a aucun groupement. Alors qu'ici, euh, on va pouvoir numéroter un et 2, un et 2. Typiquement, le plus lourd, c'est le 1. Hop, donc on va avoir numéro 1 ici, numéro 2 ici, numéro 1 ici, numéro 2 ici. Donc là, on voit que le 1 et le 2 ne sont pas sur le même plan. OK? Donc, on sera sur un isomère E, typiquement. OK? Donc, c'est pourquoi d'ailleurs l'item E est faux. Le composé 3, il n'est pas 2Z, il est 2E. Sinon, tout le reste du nom de la molécule est vrai. Donc voilà, c'est juste, il faut faire attention sur cette nomenclature. 2, pourquoi 2? Parce que la double liaison se trouve sur le carbone numéro 2. Voilà. Et le composé 3 n'a pas deux isoméries géométriques sur les deux doubles liaisons parce que ici, voilà, je le dis tout à l'heure, il n'y a pas de groupements qui sont rattachés à l'oxygène de part et d'autre. Donc, il ne peut pas y avoir d'isomérie ici. Par contre, il y en a sur celle-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à tout moment? Si vous êtes déter, je fais une contre-format dehors s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris ou quoi. Moi, je reste, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, bon là, on sera un peu dans le froid, mais et le chat, posez vos questions sur Tuto Web, sur le forum. Ouais, promis. Voilà. Ah, franchement, c'est pas mal en vrai. Non. Sinon, s'il parle allemand, c'est l'idée de Ouais. Juste rapidement, ouais. Courage pour les examens, c'est bientôt. Voilà, on est tous là derrière vous. Posez des questions sur le forum, sur Discord, si jamais. Les perms, le lundi soir, on est là aussi. Voilà. Si vous pouvez remplir rapidement, on vous presse un peu, je suis désolé. Le- Ah ouais. On n'a pas pu tout détailler, si vous avez des questions. Voilà, ouais, si vous pouvez faire le questionnaire de satisfaction, ça nous aide à nous améliorer. C'est la première année qu'on fait des formats pour les LAS. Du coup, voilà. J'espère que ça a été un peu utile quand même pour vous, qu'il y a des trucs que vous avez pu revoir qui sont plus clairs. Voilà. Si vous n'êtes pas inscrit pour l'examen blanc, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Attends, c'est le dernier jour. Pourquoi ça veut pas marcher? Ça m'énerve. Attends. Pourquoi ça marche pas? Attends, ouais. Ah, pourquoi ça y est pas? Bon, j'ai pas le QR code pour vous inscrire à l'examen blanc. Vous êtes inscrit à l'examen blanc ou pas du tout? Ouais, la plupart, ok. Mais sinon, sur Tuto Web, vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire. Voilà. Merci à vous. De quoi? Non, bon, ouais. Bah, ouais. Si vous avez des questions, on peut rapidement. Enfin, je sais pas. C'est comme vous voulez. Voilà. Merci à vous. Attends. Quoi? La 1 est fausse? 9. Attends, attends.
Euh, je crois que c'est S. Donc, Ça, c'est putain de... ah, ok. La fonction de prioritaire. Ouais. Ouais, c'est ça, le chat. Désolé. Là, on est un peu en train de se faire virer du bâtiment, mais tout va bien. De toute façon, vous avez la correction sur tuto web. Je sais pas si vous m'entendez. Vous avez la correction sur tuto web qui vous sera donnée normalement. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez la correction sur tuto web dans pas longtemps avec le diapo et les QCM normalement. Vous l'aurez sur la librairie. Et sinon, on renverra sur Discord. Et si vous avez des questions sur la format ou quoi, posez sur tuto web ou sur le Discord ou en perm. Voilà, on est là jusqu'à la fin des examens, jusqu'à que vous ayez des examens. Pas de problème. Voilà. Bisous le chat.